immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère que vos vacances se poursuivent dans la joie et la bonne humeur. Pour ceux qui n'en ont pas, je continue de compatir à votre effort et à votre douleur. Et pour ceux qui se poseraient la question sur pourquoi de nouveau j'ai été absente 3 semaines, ben cette fois-ci c'était pour la bonne cause puisque j'ai enfin accouché le 1er août dernier de mon petit bout et je suis donc une maman comblée. Mais contrairement à ce que j'espérais, c'est-à-dire en me disant ah bah tiens quand le bébé va dormir, je vais tourner plein de vidéos, je vais faire plein de montages, je vais être au top de ma chaîne. En fait quand bébé dort, tu essayes de dormir aussi parce que tu es mort de fatigue. Donc je n'ai pas tourné pendant 3 semaines. Et voilà, comme d'habitude quoi, je suis à la bourre. Mais je suis quand même ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture, pour 6 lectures exactement, entre fin juin et juillet. C'est un petit score, mais comme je vous l'avais dit, j'ai perdu un proche fin juin et pendant plusieurs semaines, j'ai perdu le goût de la lecture et je recommence seulement à réellement lire maintenant. Voilà, mais j'essaierai de me rattraper avec mon Summer Challenge de l'été, puisque je vous mettrai ma petite vidéo avec le petit i, mais je me suis lancé un challenge pour le mois d'août qui est de lire un certain nombre de livres pour alléger ma palle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et en attendant, je vous propose de démarrer tout de suite avec ce point lecture. C'est parti. Le premier livre que j'ai lu au début de l'été, c'était un thriller écrit par Jean-Christophe Granger. Ça s'appelle La Terre des Morts et c'est aux éditions Albin Michel. Voilà, la première de couverture, je ne sais pas si vous voyez, c'est une femme de dos qui est nue et encordée. Voilà. Pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un commandant qui s'appelle Corso et qui mène une enquête sur une série de meurtres de jeunes femmes qui sont retrouvées encordées, étouffées, je crois, avec une pierre au fond de la gorge. Et puis, du coup, il mène cette enquête qui, visiblement, les femmes sont tuées de telle manière que c'en est presque une œuvre d'art. Donc, il va forcément mener son enquête et ça va mêler crime, art, etc. Je vais être honnête, c'est pas une lecture qui m'a emballée. Alors après, je vous le dis tout de suite, mon avis n'est peut-être pas très objectif puisque quand je l'ai lu, je venais de perdre un proche. Du coup, j'ai une lecture très hachée, étalée sur presque 3 semaines. J'arrivais pas à lire. Je lisais un truc, j'oubliais, j'avais du mal à me replonger dedans. Donc, j'étais peut-être pas dans le meilleur mood pour lire ce livre. Mais malgré tout, j'ai été déçue parce qu'en fait, je l'ai trouvé trop lourd, redondant, pas très fluide. Dans le sens où il y a une première partie où on mène l'enquête, donc il y a toute la mise en place, on cherche quel est le meurtrier, etc. Arrivé à peu près à la moitié du livre, on trouve enfin le meurtrier, enfin on croit avoir trouvé le meurtrier, et puis il y a un tribunal qui a lieu, où finalement on remet en question le fait que le meurtrier soit bien le meurtrier. Donc en fait, on se repasse toute l'enquête et en fait, c'est super lourd. C'est vraiment très lourd. Moi, je voyais pas où l'auteur voulait en venir. J'avais l'impression de refaire la première partie du livre. Puis du coup, le fameux commandant, il repart sur une enquête et puis t'attends, mais il se passe rien de particulier. Ça m'a pas... Je voyais pas où il voulait en venir. Puis au final, il se passe pas grand-chose et tu te demandes finalement à quoi a servi toute cette partie. Et vraiment, le retournement de situation qui surprend un peu, il arrive dans les dernières pages. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tard en fait. C'est vraiment trop tard. Et pourtant, c'est pas la plume de l'auteur est pas mauvaise, le fil conducteur est pas mauvais non plus, la chute est pas trop mal trouvée, mais c'est trop lourd. Il fait quand même plus de 500 pages. Il m'a pas transcendé. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas une bonne lecture non plus. En plus, ce livre était, comment dire, décrit comme très glauque, très sombre. C'était une des premières ventes Amazon et tout. C'est un thriller, quoi. Je l'ai pas trouvé particulièrement glauque, pas particulièrement trash. Voilà, c'était pas du tout un coup de cœur, quoi. C'était bof bof. Pour ma deuxième lecture du début de l'été, vous allez me dire que j'ai vraiment pas de chance parce que c'était également une déception, voire même une énorme déception, encore plus que le livre de Jean-Christophe Granger. Je suis désolée, il y a le voisin qui vient de se mettre au piano. Chaque fois que je tourne, il joue très bien, hein, j'adore, mais chaque fois que je tourne, il se met au piano. Bon, ça fera un petit fond d'ambiance, mais j'ai les boules, c'est systématique. Donc bon,
C'est pas grave. Du coup, oui, je voulais vous parler d'Éclat d'âme, le tome 1 de Yuki Kamatani aux éditions Akata. C'est l'histoire d'un jeune collégien qui s'appelle Tazuku, qui regarde du porno gay sur son portable, qui se fait surprendre par ses camarades, et du coup il a l'impression que sa vie est finie, il veut se suicider, et il est rattrapé de justesse par une jeune fille qui va l'embarquer dans une association, une communauté, je sais pas trop, LGBT, pour que éventuellement bah, il puisse parler de sa sexualité tout simplement. Sauf que bah, j'ai pas du tout accroché à l'histoire et pourtant je trouvais l'intrigue intéressante, mais il se passe rien dans ce livre. Il parle pas réellement de son problème, enfin de ce que lui considère être un problème, attention. Et voilà, il retape une baraque et surtout, j'avais l'impression en lisant ce manga qu'il manquait des planches quoi. J'avais pas le temps de m'imprégner de l'histoire, je voyais pas où l'auteur voulait en venir, on passe du coq à l'âne comme ça. Il y a rien. Pour moi, c'est vide, c'est creux. Alors, est-ce que c'est la mise en place qui est pas bien faite? Est-ce que c'est juste une lecture qui me correspond pas? Je sais pas, mais vraiment là, flop intersidéral, je crois que c'est un des pires mangas que j'ai lu. Je suis désolée, mais grosse déception. J'ai quand même le tome 2 et le tome 3 dans ma palle et je déteste abandonner. Donc je me suis promise de lire le tome 2 avant la fin de l'été, en tout cas d'essayer. Si j'accroche, bah, je viendrai vous en reparler en disant bah, que voilà, c'était peut-être le tome 1 qui fonctionnait pas pour moi. Mais si ça marche pas, définitivement j'abandonne, je revends les 3 tomes, terminé, on n'en parle plus parce que là, j'ai pas de point positif pour ce livre quoi. Pour moi, c'est raté. Je vais continuer cette vidéo avec les mangas. Par contre, cette fois-ci, c'est une très bonne lecture puisqu'il s'agit de The Promised Neverland, le tome 3. C'est écrit par Kayu Shirai et c'est aux éditions Kaze Shonen. Cette saga n'est clairement plus à présenter, elle est partout, sur toutes les chaînes. C'est un des tops des ventes actuelles en manga. Je vous en ai déjà parlé, reparlé dans toutes les vidéos. Pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas l'histoire, c'est des enfants dans un orphelinat. Et en fait, ils vivent dans un monde de fantasy fantastique, puisque à l'extérieur de cet orphelinat, ils se rendent compte qu'il y a des démons qui vivent et que eux, en fait, sont du bétail et sont vendus à ces démons et ils vont essayer d'échapper à ce destin funeste. Voilà. Moi, je reprochais un peu à la fin du tome 2 que on était toujours enfermé dans cet internat et qu'on avait envie de découvrir l'extérieur de cet orphelinat. Alors là, ils sont toujours dans l'orphelinat, mais enfin ça bouge, enfin il y a des retournements de situation et la chute du tome est juste géniale. D'ailleurs, dans la foulée, j'ai lu le tome 4, mais c'était au mois d'août, donc je ne vous parlerai pas du tome 4 dans cette vidéo. Puis je ne peux pas vous en dire plus parce que comme j'avance dans la saga, forcément, sinon je vais vous spoiler. Mais si vraiment vous n'avez toujours pas, vous n'êtes toujours pas mis à The Promised Neverland, allez-y, foncez, c'est une tuerie. Pour continuer, comme promis, j'ai lu le tome 2 de Joël Charbonneau qui s'appelle L'élite sous surveillance aux éditions Milan. J'adore cette saga. J'ai dû d'ailleurs vous parler du tome 1 dans mon dernier point lecture, je pense, ou peut-être pendant le challenge du mois de la fantaisie, je sais plus. Je vous mettrai la vidéo avec le petit i. Pour faire un résumé très rapide de cette histoire, on est dans un monde post-apocalyptique. Les gens vivent dans des petites villes très éloignées les unes des autres, puisque la Terre a été en partie détruite, écologiquement ça va très mal, il y a des terrains qui sont devenus complètement désertiques, et toutes ces villes sont dirigées par ce qu'on appelle la communauté unifiée. Et quand les jeunes gens deviennent adultes et qu'ils passent leur diplôme de fin d'études, si vraiment ils sont très très bons scolairement, ils sont sélectionnés pour passer un test à la capitale. Un test qui permet de vraiment sélectionner le gratin du gratin, c'est-à-dire l'élite, vraiment les jeunes gens les plus intelligents qui pourront se mêler à la politique voilà, et gouverner, etc. Et parmi eux, voilà, il y a une jeune fille qui s'appelle Sia, qui vit dans une des villes les plus petites de cette communauté, qui est choisie pour le test. Et en fait, juste avant de partir pour le test dans le tome 1, son père va lui dire « Méfie-toi, ce test est dangereux, il y a des gens qui perdent la vie, mais à la fin du test, on t'efface la mémoire et du coup, tu t'en souviens pas. » Voilà comment ça se passe. Et du coup, elle va être plongée dans ce test. Donc ça, c'est tout le tome 1.
Et dans le tome 2, du coup, Sia est arrivée au bout du test et du coup se retrouve à la capitale pour la poursuite de ses études. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Il est vraiment dans la continuité du premier tome. Et puis les retournements de situation à la fin, c'était super parce que je les ai pas vus arriver et je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Et j'avais les boules, j'avais envie d'aller lui prêter main forte et de me plonger dans le bouquin pour lui donner un coup de main. Le seul reproche que je ferai à ce tome 2, c'est que pour moi, il est légèrement redondant avec le tome 1, dans le sens où dans tout le premier tome, elle est testée pour ses capacités. Donc quand enfin on arrive à la fin du tome 1, on espère que enfin être plongé dans le monde de la communauté unifiée, être plongé dans les machinations politiques, etc. Et en fait, dans la poursuite de ses études, elle est encore testée. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Je trouve que ça faisait répétition avec le premier tome. Pourtant, c'est original, ça se ressemble pas, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même milieu. Mais c'est légèrement répétitif. Mais j'aime toujours autant ce post-apo. Et vraiment, super découverte. Et j'espère lire le tome 3 pour boucler la trilogie cet été. Et là, voilà. Mais en tout cas, ça c'est sûr, je vais le garder dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup cette saga. Pour continuer, j'ai une grosse bricasse à vous présenter. Ça s'appelle S'enfuir, récit d'un otage. C'est de Guy Delisle aux éditions d'Argo. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Christophe André, qui dans les années 97, puisque c'est une histoire vraie, travaillait dans le Caucase, dans une ONG pour une mission humanitaire, pour soigner les gens, quoi. Euh, du coup, c'est dans une petite république de Russie à côté de la Tchétchénie. Et il va être pris en otage pour faire pression sur les politiques. Et il raconte dans cette BD ce que c'est d'être otage et d'être kidnappé comme ça du jour au lendemain. Et ce qui se passe au fil des jours, des semaines, des mois, et comment ça se passe dans la tête. Et au début, je trouvais ça un peu long, je voyais pas trop vers quoi s'attendait. Mais finalement, c'est ça qui est bien fait dans cette BD, c'est que plus le temps passe au fil de la BD, plus on étouffe avec le héros principal, et plus on a envie de l'aider à s'enfuir, de l'aider à passer le temps, parce qu'on sent que c'est long, qu'il mange pas à sa faim, qu'il est enchaîné, qu'il a mal au poignet, et au bout d'un moment on étouffe avec lui, et puis quand enfin il se passe des choses et que moi j'ai été prise à la fin du bouquin aux tripes avec lui, j'avais peur pour lui, quoi. Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant, d'abord parce que j'ai appris des faits historiques que je connaissais pas du tout, donc je m'endormirais moins bête, et puis parce que on se rend compte à quel point c'est pas facile d'être otage, on n'a jamais le choix, hein, mais voilà, c'est encore aujourd'hui, c'est un moyen de faire pression sur les politiques, le nombre de journalistes qui ont été kidnappés, voire même tués, etc. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'était une jolie découverte. Je regrette pas de l'avoir acheté d'occasion parce que je trouve qu'il mérite pas son prix d'origine, c'est trop cher. Mais j'ai bien aimé, et en plus c'est sous forme de BD, alors il a beau être très gros et faire je crois plus de 500 pages, voilà, ça se lit vite quoi. Il y a une phrase par case. Non, franchement, j'ai bien aimé, c'était une jolie découverte. La dernière lecture dont je vais vous parler dans cette vidéo, pour le coup, c'est un coup de cœur. Ouais, franchement, j'ai adoré cette lecture, aucun regret. J'ai qu'une envie, c'est simple, hein, c'est de découvrir la suite de cette saga, qui pourtant ne payait pas de mine comme ça. C'est écrit par Eric Costa, ça s'appelle Aztec et le tome 1 s'appelle Harem. Au cas où vous ne le verrez pas, sur le petit bandeau en bas, c'est écrit que ce livre a été lauréat du jury Amazon Kindle au Salon du Livre à Paris en 2017. Voilà, c'est une histoire qui se passe à Ouaxa dans les années 1516 à peu près, d'après ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. En fait, c'est un clan qui est attaqué par les Aztèques. Et dans ce clan, la fille du chef, qui s'appelle Ameyal, si je ne dis pas de bêtises, va être kidnappée avec d'autres gens de son village et être emmenée dans la ville aztèque la plus proche. Et du coup, elle va être placée dans un harem où voilà, il y a un prince qui a 3 femmes, plus toutes les concubines, etc. Et elle est esclave, esclave dans la cour, au jardin. Et elle va être mêlée à des tas d'intrigues, etc. Et c'est un petit bout de femme qui est une force de la nature incroyable. En plus, j'aime beaucoup parce que
je sais pas si c'est le bon mot, la topographie, je crois que c'est ça. Ou en tout cas, si la mise en page à l'intérieur du livre est très épurée, est très claire, etc. On est plongé dans un monde que j'ai jamais retrouvé dans des bouquins, ou en tout cas, moi, j'ai jamais eu l'occasion de lire, parce que c'est vraiment, voilà, le milieu aztèque, je suis désolée, mais il n'y a pas beaucoup de bouquins qui en parlent. J'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup le fait d'être dans un harem et les machinations qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup parce que l'héroïne est une femme, est une jeune fille avec un caractère trempé, mais waouh, dur comme fer. Et puis parce qu'elle mange très cher aussi, la pauvre, elle vit des tortures pas très cool. Et, euh, et puis je trouve voilà, qu'elle a une morale qui me plaît. Enfin voilà, vraiment super découverte. Simple, efficace, originale, rien à dire. Euh, Très curieuse de découvrir la suite. Limite, je voudrais pas être déçue par la suite parce que ce tome 1 est tellement magique que des fois, souvent, le tome 2 on est moins embarqué. Donc, non, franchement, super découverte de cet été. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous retrouver. J'espère que ça vous aura plu, malgré que ce petit point lecture juin-juillet 2019 était très court et qu'il y avait énormément de déceptions dans mes lectures. Mais comme vous l'avez vu, j'ai quand même eu de très bonnes lectures. Et d'ailleurs, à ce propos, si jamais il y en a un parmi vous ou une parmi vous qui a envie de lire Aztèque de Eric Costa, allez-y, foncez, parce que je ne vois ce livre nulle part. Je n'en entends parler sur aucune chaîne et pourtant j'ai trouvé que c'était vraiment un petit bijou. Et je serais très curieuse d'avoir l'avis d'autres gens sur cette lecture et de pouvoir échanger sur cette lecture. Donc allez-y, foncez et revenez m'en parler, c'est avec grand plaisir. Ma porte vous est grande ouverte. Voilà, et moi j'espère vous retrouver très prochainement pour un petit book haul du mois de juillet. Voilà, et le plus important, comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous.